là, tu vois, dans ton cas, il y a quand même un vrai travail qui a été fait sur c'est quoi les batailles qu'on mène et c'est quoi celles qu'on mène pas. Ouais. Les batailles qu'on ne mène pas, c'est une question que les gens ne se posent pas suffisamment. Et donc ça c'est bien aussi, je trouve, c'est quand on se lance ou quand on a des budgets limités, c'est de tester aussi canal par canal ce qui fonctionne et d'aller regarder quand j'investis ça dans le paid, voilà combien d'entreprises je touche directement, indirectement, ça me génère un deal, etc. Mais nous, ouais, sur la partie acquisition, moi je ne suis focus quasiment que en bas de funnel. Ce qui m'intéresse, c'est générer des rendez-vous pour les commerciaux. En fait, nos événements aident beaucoup au closing. On va vraiment connecter nos clients et nos prospects à travers des événements. Donc on fait souvent des formats où tu as une dizaine de personnes, 2 clients, le reste de prospects, autour d'un déj. Direct, on a des taux de closing quasiment presque du 100% sur les prospects parce qu'en fait, la relation humaine étant très importante et la relation de confiance étant très importante, tu as des clients qui parlent aux prospects, on a notre fondateur qui est là, le responsable commercial et on a des vraies conversations et tout de suite on a beaucoup de réassurance à travers ce type et ce format d'événement. Si vous êtes leader marketing et que vous avez un projet d'expansion internationale en 2025, vous allez faire face à un gros challenge qui est la gestion de votre website en multilingue. Entre les allers-retours interminables sur la traduction, la gestion de projet et le SEO, c'est un process qui peut être long, coûteux et qui peut vous faire perdre des précieux points de conversion. Mais heureusement, il existe une solution pour ça, c'est Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction en no-code qui vous permet d'avoir un site multilingue et optimisé SEO en quelques minutes seulement. Ils équipent plus de 110 000 sites web dans le monde et vous permettent, en plus de la traduction automatique, d'avoir une révision humaine, ce qui vous permet d'avoir du contenu de qualité, à budget optimisé et sans dépendre de votre équipe IT. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, il y a 3 choses à faire. Déjà, premièrement, vous pouvez aller écouter l'épisode de Conquête que j'ai fait avec Eugène, le CMO de Weglot. Je vous mets le lien dans la description. Deuxièmement, vous pouvez aller visiter le site web de Bulldozer si vous voulez voir à quoi ça ressemble puisque nous sommes clients Weglot depuis déjà quelques temps. Et enfin, grâce au code Bulldozer15, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur votre première année d'abonnement. Merci à eux d'être partenaires de Conquête et bonne écoute. Alors Priscilla, toi tu es CMO de Memobank, qui est pas une néobanque, qui est une banque. C'est une vraie banque, c'est un vrai établissement bancaire. Tout à fait, donc c'est une banque, un établissement bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on a obtenu de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, un établissement, une licence d'établissement de crédit. Donc en fait ça veut dire qu'on peut faire les 3 métiers d'une banque, du crédit, du dépôt et du paiement. Y a plein de fintech qui vont se lancer aujourd'hui, mais qui ont plutôt d'autres licences, par exemple des licences d'établissement de paiement et donc ne peuvent pas s'appeler banque. En résumé, donc une licence d'établissement de crédit permet de s'appeler banque. Ok, donc et je crois d'ailleurs que c'est un truc qui est, cher à vos yeux, c'est le côté non mais on n'est pas c'est pas l'énième start-up fintech, etc. Non, on veut avoir des conseillers bancaires, etc. D'un point de vue positionnement, j'ai l'impression que c'est un truc vous militez beaucoup pour vraiment être identifié de cette manière-là. Moi, ça m'intéresse du coup de comprendre un peu tout cet univers et tout ce que ça implique, et surtout d'un point de vue marketing. Peut-être est-ce que tu peux, pour commencer, expliquer la jeunesse du projet et comment toi aussi t'en es venu à être intégré là-dedans? Bien sûr. Donc Memobank a lancé vraiment ses services en 2020. Mais il y a eu quand même plus de 3 ans de préparation parce qu'on ne lance pas une banque comme ça en faisant un proof of concept et en allant chercher 2-3 clients. En fait, pour être une banque, pour être un établissement de crédit, il faut déjà aller chercher une licence auprès des régulateurs. Donc nous, on est allé chercher une licence auprès de la BCE, ce qui fait qu'on peut aller après, dans chaque pays européen, passeporter notre licence. Et donc, on peut aller rapidement conquérir le marché européen. Donc pour ça, il a fallu 3 ans de discussion avec la CPR, qui est le régulateur qui va réguler les banques. Et on est aussi allé construire pendant 3 ans ce qu'on appelle le core banking system. C'est l'infrastructure bancaire en fait qui permet de faire fonctionner la banque. Et on a fait le choix de développer tout nous-mêmes de bout en bout pour ne dépendre de personne et pour avoir un contrôle total sur notre infrastructure de paiement et de crédit. Donc c'est quand même un projet assez ambitieux. Oui.
faut savoir que ça faisait 50 ans qu'aucun établissement indépendant n'avait obtenu une licence d'établissement de crédit. Donc c'est quand même pas un truc qui arrive tous les jours. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit dans le projet, c'est cette ambition-là. Moi, je viens du monde un peu de la tech, et c'est vrai que dans le monde de la tech, il y a beaucoup de produits, un peu, on va dire que c'est des nice to have. Moi, j'adore cette mission de la banque qui est de faire tourner en fait l'économie, où on fait du financement auprès des entreprises, etc. Donc moi, le projet vraiment m'a séduit dans toute sa dimension économique, et vraiment ça a un intérêt et un impact quand même assez incroyable sur la vie économique. Et donc moi, je suis arrivée juste avant le lancement de Memobank, justement pour préparer le lancement de Memobank, donc toute la partie commerciale, mais aussi comment on communique sur l'arrivée d'un nouvel acteur. On avait changé de nom aussi à ce moment-là, levé des fonds auprès d'investisseurs, parce qu'il faut quand même des fonds propres. Du cash. Voilà, c'est ça, parce que sinon ça marche pas. Hein. Il faut quand même de l'argent pour prêter, il faut de l'argent pour développer, etc. Oui. Hein, donc c'était sûr. Et donc ce moment, c'est quand même assez excitant dans la vie, je pense, dans la vie professionnelle de quelqu'un. Quand on arrive même au début d'une boîte, en général, on lance le truc un peu au fur et à mesure, au fil de l'eau. Là, il y avait vraiment un fait marquant où on a lancé nos services, en fait. Et ce qui était quand même assez incroyable, donc c'est tout ce projet qui avait pendant 3 ans, il y a quand même des équipes qui ont travaillé un peu en sous-marin à préparer un projet qui peut-être allait voir le jour ou non. En l'occurrence, on a de la chance, on a obtenu cet agrément après pas mal de travail. Et donc ce qui, moi, m'a quand même aussi fascinée quand je suis arrivée, c'est qu'il y avait déjà une communauté de fans qui attendait le lancement de Memobank. Il y avait 3, 4, je sais plus exactement, 1000 personnes qui s'étaient inscrites sur la liste d'attente, genre « faites-moi signe dès que vous ouvrez, j'ai envie d'y aller ». Il faut savoir que les fondateurs ne viennent pas de la banque, mais avaient auparavant lancé Captain Train, qui fait de la commercialisation de billets en France, et donc il y avait déjà un peu dépoussiéré cet univers-là, et donc il attendait aussi un peu avec impatience qu'est-ce que ça allait donner un nouvel établissement bancaire de toutes pièces qui soit vraiment pensé pour les entreprises et pour les PME. Oui, parce que c'est une banque B2B, c'est vrai qu'on l'a pas précisé. Ouais, Memobank, c'est une banque pour les entreprises sur le positionnement de quelques millions de chiffres d'affaires à plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. Et donc, moi, ce qui m'avait surpris, c'est que je viens du B2B. Moi, des fans dans le B2B, je connaissais pas. Oui. En fait, le teasing qu'il y avait un peu autour de l'événement, que ce soit même au niveau des journalistes, en fait, le projet était déjà suivi. Parce qu'il y avait cette fascination qu'il y a autour, notamment de Jean-Daniel Guyot, qui a déjà marqué un peu l'esprit. Son empreinte entrepreneuriale est déjà quand même assez remarquée et suivie, et donc tout le monde était impatient de savoir qu'est-ce qui se cachait derrière Margot Bank à l'époque, Memobank aujourd'hui. Et donc ce lancement, moi je pense que je m'en souviendrai encore pendant longtemps. C'était assez excitant dans le sens où tu fais une conférence de presse, en même temps tu lances un site, en même temps tu communiques auprès de toute cette communauté. Il y avait plein de trucs à gérer assez incroyables, et les retombées étaient quand même hyper belles, que ce soit au niveau RP. En plus on était en plein Covid. Donc au moment du lancement, la conférence de presse n'était pas du tout en physique, mais en visio. Et t'avais l'AFP, Le Monde, Les Échos, enfin bref, tous les médias qui comptent. Et pareil, le nombre de demandes qu'on a reçues ce jour-là, ça venait un peu de partout. Donc le rêve en marketing. Oui. Pour quelqu'un qui fait du marketing, c'est vrai que c'est un peu le rêve. Ouais. Donc, moment super chouette. Ok, excellent. Et pourquoi, à ton avis, il y avait autant d'attentes donc, il y avait de l'attente autour du fondateur des fondateurs, parce qu'il y avait eu déjà cette... donc, Captain Train, il y avait la volonté de dépoussiérer le milieu, globalement, autour de la vente de billets. De la vente de billets de train. Donc là, ok, on va dépoussiérer une nouvelle industrie. Je pense qu'il y a un peu cette attente-là. Mais qu'est-ce qui fait que, selon toi, avec le recul, il y avait autant d'attentes, particulièrement autour de cette industrie ?
Parce que je pense qu'il y a quand même, enfin, je pense pas, j'en suis sûre, hein. Il y a beaucoup de frustration sur la banque pour les PME. Parce que des établissements bancaires traditionnels, il y en a des dizaines. En France, elles sont toutes hyper connues, ça fait plus de 100 ans qu'elles existent. Elles sont toujours là pour soutenir l'économie, faire du crédit, etc. Mais sur toute la partie paiement et toute l'expérience utilisateur, franchement, c'est très, très poussiéreux. Les systèmes informatiques sont très vieux. Il faut penser que c'est pas du tout comme la banque B2C, hein. On n'est pas là en train de faire son virement comme ça à la volée. Il y a beaucoup de friction pour réussir à gérer la plupart des opérations bancaires qui sont relativement simples en fait. Et du coup, il y a une attente de se dire, mais alors, qu'est-ce que ça va être un nouvel établissement bancaire qui peut aussi bien me faire du crédit que du paiement et en même temps m'accompagner? Et ça, c'est un point très très important, c'est la relation humaine qu'il y a, parce que nous, on a des chargés d'affaires, c'est là où on ressemble pas à une fintech en fait, hein. C'est qu'on a vraiment des chargés d'affaires qui sont là pour accompagner les PME. C'est-à-dire que les PME, malheureusement, sont aussi pas très bien servies parce que elles ont toutes des besoins quand même assez spécifiques, mais pour autant elles sont trop petites pour qu'on y accorde un intérêt immense. C'est pas de la clientèle corporate. Et donc il y a ce côté pas très bien servi. Tu vas avoir des chargés de clientèle ou des chargés d'affaires qui ont des portefeuilles avec 200 comptes, 300 comptes, et donc forcément ne peuvent pas bien suivre leur portefeuille. Donc il y avait ce côté, comment on va revoir l'expérience utilisateur aussi bien d'un point de vue techno, aussi bien d'un point de vue relation humaine. Tu vois, là, par rapport à ce point-là, j'ai le sentiment que quand on est une start-up, l'obsession, c'est la scalabilité. Ouais. Et là, j'ai l'impression dans ce que tu es en train de dire que c'est aussi accepter le fait que, non, mais ce qui fait aussi la valeur d'une expérience, c'est le fait qu'on ne soit pas sans cesse en train de chercher à la rendre scalable. Et justement, c'est ce côté humain. Ouais, ça c'est un point assez important. Alors d'un point de vue, j'ai envie de dire vraiment produit et espace, interface bancaire, je pense qu'on est assez scalable. 100%. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la relation humaine, nous, avant d'onboarder un client, on l'a forcément rencontré, on a discuté avec lui. Il faut savoir qu'on gère du risque. Une banque, ça gère du risque. Donc il faut évidemment bien connaître le prospect et puis le client aussi qu'on a en face de nous pour comprendre ses besoins, ses enjeux. Est-ce qu'on est prêt, nous, à l'accueillir par rapport à nos critères qu'on a d'éligibilité? Donc ce point est hyper important dans la relation qu'on va avoir avec le client. C'est pas un truc où on s'onboard sans humain, etc. Alors nous, on essaie d'utiliser dès qu'on peut la techno pour faciliter le travail de tout le monde, mais l'humain, il est là et il est hyper présent. Ouais. Que ce soit en marketing, que ce soit en vente, partout, hein. Ok. Donc c'est un secteur, le secteur bancaire, c'est très régulé, on l'a dit, c'est très concurrentiel, on l'a dit. Comment on fait pour tirer son épingle du jeu quand c'est ça les règles du jeu? Mais ça, c'est une question qu'on s'est posée. C'est déjà comment on se qualifie, en fait. Parce que on en parlait tout à l'heure, donc on n'est pas vraiment une fintech dans le sens où on a vraiment de l'humain, on a vraiment envie de repenser. Enfin, on n'a pas qu'un produit, en fait. Les fintech, là où elles sont assez magiques, ça fait 10-20 ans qu'il y a plein de fintech qui se sont lancés en faisant un produit bancaire, qui challenge un produit bancaire et qui le font à la perfection. Mais pour autant, elles n'ont pas 10, 15, 20 produits comme peuvent avoir les banques. Donc en fait, on ne ressemble pas trop à ça non plus. Et sur le côté banque, on est une banque clairement, mais on ne peut pas vraiment nous appeler comme étant une banque traditionnelle, dans le sens où d'un point de vue expérience utilisateur et d'un point de vue process, d'un point de vue techno, on est
à des années-lumière d'eux. En fait, on ne traîne pas une dette technique comme elles peuvent l'être, issues de 10 000 fusions, acquisitions, etc. Ouais. Donc nous, on est hyper agile. Quand il y a une réglementation qui arrive, c'est pas si compliqué pour nous de l'implémenter à chaque fois, alors que ça peut prendre des années et des années à chaque fois. Et du coup, nous, on s'est posé la question, quel code on reprend de la banque, quel code on ne reprend pas. Et on est sur un marché, comme on peut appeler ça, un peu de challenger. On challenge un petit peu les banques existantes. On les remplace pas, parce qu'une PME, elle a toujours 5, 6, 10 banques pour certaines, hein, donc on les remplace pas, on vient s'ajouter ou en remplacer une éventuellement. Mais comment... en fait, la question qu'on va souvent nous poser, mais qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à une banque tradie, à une fintech, à GoCardless, à d'autres, si je pense à ces acteurs-là. En fait, il y a des codes qu'on est obligé de reprendre quand on arrive sur un marché. C'est par exemple une banque, on attend quand même la solidité, la fiabilité, la sécurité. On nous confie des flux. On est obligé d'apparaître comme un acteur hyper solide. Donc on travaille beaucoup nos éléments de langage, nos éléments financiers, sur nos ratios, sur notre solidité financière, sur la composition de notre conseil de surveillance, pour vraiment bien rassurer. Là-dessus, on a la même posture. On vient pas avec un sweat en rendez-vous, on vient avec une chemise, on est bien habillé, on fait attention à la façon de parler, etc. Donc ça, c'est élément hyper important, c'est vraiment la solidité. On doit paraître comme vraiment quelqu'un de solide et de fiable. Je vais te donner mon argent, donc je veux sentir que mon argent il va être sécurisé, bien traité. La première question, c'est qu'est-ce que vous faites de nos dépôts, en fait. Donc ça, c'est une question, on doit pouvoir même la devancer. Et donc on travaille beaucoup en marketing sur ces points-là, de voir que sur notre site, on a l'air vraiment solide. Qu'on ne fait pas montrer que des morceaux d'interface partout à la manière des fintech, mais qu'il y a des gens, il y a de l'humain, etc. Donc ça, c'est là-dessus, sur l'expérience, un petit peu sur le côté humain et solide, on reprend vraiment les codes de la banque tradie. Sur je pense que là où on se démarque, c'est que niveau process, on essaie de tout repenser pour pas qu'il y ait de friction. Parce que l'expérience utilisateur, c'est pas trop une préoccupation des banques, hein, clairement. Donc là, on va tout revoir, hein, ne serait-ce que pour nous, les clients. Souvent, ils hallucinent en disant « je peux ouvrir un compte en 3 clics. » En fait, une fois que je suis client, c'est bon, je peux faire ce que je veux, j'ai accès à mon RIB tout de suite. Tout est temps réel, en fait. Et ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée, c'est on est en temps réel et t'es autonome pour faire tout ce qui a de l'importance. Ton chargé d'affaires, il est là pour tout le reste. Et je trouve qu'il y a un exemple qui illustre bien cette complexité dans l'univers dans lequel on est, c'est la question du pricing. Il faut savoir que le pricing dans le monde de la banque entreprise, c'est complètement opaque. Ah, je peux confirmer. Je passe une brochure tarifaire de banque, il y a 80 pages, on comprend rien. C'est même pas la peine d'essayer de comprendre, en fait. Il y a des frais fixes, il y a des frais variables, il y a des conditions. Il y a des commissions de mouvement, il y a des trucs partout. Ça sert à rien d'en avoir une lecture objective, ça n'existe pas, déjà parce que aussi tout se négocie. Donc déjà, à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Et nous, quand on est arrivé, on a voulu dire, on va mettre de la transparence et de la lisibilité sur tout ça. On va faire des abonnements assez clairs dans lesquels il y aura accès à plusieurs produits, plusieurs services, un nombre d'opérations, etc. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien sur les plus petites entreprises, sur ceux qui ont, par exemple, été chez Shine ou chez Conto avant, et qui donc comprennent bien ce système-là et qui ont des besoins relativement simples. Mais en fait, sur toutes les autres entreprises, il y a comme c'est un peu bête, hein, mais comme un biais, c'est que la seule chose que les DAF vont retenir, c'est le prix de leur abonnement, qui est fixe, qui est le même chaque mois, qui est vraiment pas très élevé, mais ils savent pas ce qu'ils payent en fait en commission de mouvement, etc. Lire un relevé, c'est impossible, en fait. C'est très compliqué. Et donc très souvent, ils nous challengeaient sur ce côté ah mais en fait il est cher votre abonnement parce que moi je paye juste 120 € à la SOG. Non mais en fait tu prends tout. Ah ouais mais du coup je peux pas comparer.
Et en fait, il y a un besoin de comparaison qui est assez important. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est revoir cette offre pour s'aligner avec ce besoin. En fait, si tu veux des frais variables, tu peux. Par contre, on va essayer, nous, ce qu'on veut et on y tient, c'est que ce soit lisible et prévisible. Donc on a quand même en termes... Donc vous avez quand même pas les 80 pages? Non, pas du tout. Je crois qu'on en a même pas 10. Mais on a essayé de garder quelque chose de lisible, mais qui soit plus flexible aussi. Parce que aussi, plus tu vas avoir des grandes entreprises, plus elles vont avoir des besoins un peu spécifiques. Il y en a qui vont faire par exemple beaucoup de volume au trimestre, mais un mois dans le trimestre et les autres mois peu. Donc il faut aussi pouvoir s'adapter à d'autres cas d'usage plus complexes et plus spécifiques. Et donc il faut garder une certaine flexibilité sur le sujet. Donc quand on arrive en challenger, il y a quand même des codes qu'il faut reprendre pour rester comparable. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. J'ai plusieurs petits points que je trouve très intéressants dans ce que tu dis, mais je pense la question de comment on se définit. Un point que tu n'as pas mentionné mais qui était un peu sous-jacent et je pense que c'est une question en marketing, c'est une question qu'il faut souvent se poser. C'est les mots que tu vas choisir, ils vont créer un imaginaire dans la tête des gens et c'est à quel imaginaire on a envie d'être associé aussi, tu vois. Par exemple, dire on est une fintech, je veux dire, c'est pas déconnant de dire que vous êtes une fintech. Non, mais en fait, on pourrait s'appeler banque, néobanque, fintech, tout. Exactement. Mais du coup, mais en fait, le terme fintech, il vient avec son imaginaire. Ouais, tout à fait. Et tu vois, tu mentionnais le sweat capuche. Ouais. Fintech, ça vient avec cet imaginaire. Exactement. En revanche, banque, ça vient aussi avec ce côté très très opaque. Et donc, t'as ce besoin de... oui, mais moi, je veux être identifié dans cet univers. Mais par contre, l'imaginaire qu'il y a avec, c'est ça que je vais arriver à challenger. Et je pense que, c'est ça tout le job, en fait, à la fin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Et même, en fait, le meilleur mot qu'on aurait pu avoir pour nous définir, c'est ce terme néobanque. Sauf qu'en fait, il a été utilisé... par d'autres qui n'étaient pas des banques. Donc en fait, il est aussi galvaudé. Donc on peut parce que nous appeler néobanque, on va se dire mais en fait, ils peuvent pas faire de crédit du coup. Et donc on a quand même choisi d'aller vers ce mot banque parce que c'est notre genre, c'est notre catégorie auquel on appartient, mais on essaie très vite de montrer notre valeur ajoutée par rapport aux banques traditionnelles. Donc vraiment, on est une banque pour les entreprises et on a 2 propositions de valeur. C'est accompagner toutes les entreprises qui ont en quête de modernité, qui ont des besoins pour gérer trésor, flux, liquidité en temps réel et en autonomie, et toutes les entreprises qui ont besoin d'avoir une infrastructure bancaire et de paiement très solide, et donc en intégrant notre API bancaire, ce qui leur permet d'automatiser de bout en bout leurs opérations. Et donc, après, là, tu vois, il y a un autre point que tu avais mentionné, donc c'est ce besoin de solidité, etc. Ça, c'est du coup la question, qu'est-ce qu'il faut pas changer, voilà. En fait, ok, on veut être le challenger, mais qu'est-ce qu'il faut pas qu'on challenge? C'est un peu ça le truc. Ouais, il y a des choses... en fait, on peut pas... le risque. En fait, on peut pas le challenger, quoi. Oui. On a des règles. Et c'est tant mieux, d'ailleurs. Ouais, évidemment. Et ça, c'est rassurant. Il y a des composantes qu'on ne peut pas challenger. En fait... quand t'es une banque, t'es obligé d'avoir les produits bancaires principaux qui composent une banque.
Parce que sinon, en fait, on t'assimile pas à une banque. Tu vas avoir des objections tout le temps. Ah, mais moi, j'ai besoin de ci, de ça. Donc, tu es obligé de développer cette suite de produits bancaires qui sont liés au paiement, à la gestion de la trésor, etc. À tout ce qui est connectivité et automatisation. Franchement, sinon, en fait, t'es pas une banque dans l'esprit des gens. Et donc ça a quand même demandé pas mal de travail. Ces banques, elles ont développé leurs produits il y a des années et des années. Et donc, d'aller construire ça rapidement, pour pas... on peut pas mettre 100 ans à avoir tous les produits bancaires. Donc, il y a quand même un gros challenge sur la partie produit. Et donc, les 3 premières années, quand même, ont été consacrées à refaire vraiment tous les produits bancaires et en les repensant niveau process et niveau techno pour qu'il y ait le moins de friction possible et qu'ils marchent tous ensemble. Parce qu'il faut savoir que les produits des banques, elles marchent pas forcément tous bien ensemble, en fait. Oui. Ouais, complètement. Donc ça, fait partie des codes clairement à reprendre. Et d'un point de vue market, il y a quand même toute cette cette partie un peu communication institutionnelle quand même. Bah oui. Où t'es obligé... Mais ça participe à l'imaginaire de la solidité. Ouais. La communication institutionnelle, ça participe à ça aussi. Tout à fait. Et donc, il nous faut avoir une brochure qui va présenter nos comptes. Il faut savoir que les comptes sont publics. Donc, dans tous les cas, tu as intérêt à bien expliquer. C'est des choses qui sont assez regardées par les clients. Et notamment, plus l'entreprise est grande et plus elle va faire attention là où elle met ses fonds. Donc, ils vont quand même décortiquer tous ces aspects-là. Et donc, nous, on a un rôle assez important en marketing, dans tout ce côté un petit peu communication financière, institutionnelle qui va réassurer, qui va jouer sur la notoriété, mais qui va aussi jouer pour aider au closing, en fait, très simplement. À ce niveau-là. On est allé aussi chercher pas mal d'awards et de prix sur nos meilleurs produits, on va dire, bancaires. Donc pareil, pendant cette optique de rassurer, d'avoir notre logo à côté de HSBC, etc. Donc vraiment d'aller capitaliser sur ce côté je suis une banque au même titre que toutes ces banques-là, mais mon capital techno me fait que je vais pouvoir largement mieux te servir. Quand tu disais les sujets qui aident à closer, c'est tous les enjeux de sales enablement, par exemple ? Ouais, il y a pas mal d'enjeux. Nous, on est quand même une équipe marketing qui est à taille réduite. Et donc, on essaie quand même de mettre notre énergie là où on a le plus de valeur. Et en fait, on a quand même pas mal de valeur sur la partie closing. Donc, sur la partie sales enablement, on va quand même aller faire en sorte que dès qu'on va aller chercher une verticale qui a déjà fait ses preuves, évidemment, on a déjà 4-5 clients qui sont là, c'est d'avoir un support de vente qui soit bien calibré avec les enjeux de cette verticale-là, qu'on ait bien la réponse aux objections, qu'on ait bien creusé les pain points, parce qu'en fait, c'est assez différent d'un secteur d'activité à l'autre. Donc là-dessus, nous, on a quand même une grosse valeur à apporter sur cette partie sales enablement. Après, sur le closing, je trouve qu'on apporte quand même pas mal de valeur, notamment sur toute la partie event. En fait, nos événements aident beaucoup au closing. Vos événements ? Ouais, nos événements. Les salons, etc. On y participe, mais ça joue, on capitalise pas sur le closing là-dessus. Mais nous, nos événements, on essaie, notamment les clients qui ont des revenus importants chez nous. C'est pas un truc que je conseille de faire si on a des petits paniers moyens, mais nous, on a des clients qui ont quand même des paniers moyens assez élevés. C'est que on va vraiment connecter nos clients entre eux à travers des événements, nos clients et nos prospects, pardon. Donc on fait souvent des formats où tu as une dizaine de personnes, deux clients, le reste de prospects, autour d'un déj. Et là, ça, direct, on a des taux de closing quasiment presque du 100% sur les prospects, parce qu'en fait, la relation humaine étant très importante et la relation de confiance étant très importante, tu as des clients qui parlent aux prospects, on a notre fondateur qui est là, le responsable commercial, et on a des vraies conversations
du vrai networking, des vrais échanges. Et tout de suite, on a beaucoup de réassurance à travers ce type et ce format d'événement. Donc ça, c'est un truc qui marche assez bien. Et évidemment, c'est pour le haut du... Bien sûr. Les comptes à fort potentiel, quoi. On fait pas ça sur oui, je me doute. Tout, ouais. Et donc ça, c'est un bon levier. On fait ça très régulièrement et ça permet de challenger. Donc voilà, et après, je pense sur le closing, on travaille beaucoup aussi avec les équipes produits et commerciales pour être au top sur les objections qu'on peut avoir sur des produits comme l'API, les encaissements par prélèvement qui sont un peu plus complexes mais qui sont pour nous générateurs de revenus, quoi. Donc là-dessus, on a un rôle assez important en market sur cette partie-là. Ok. Je reviens un tout petit peu sur différents sujets, mais parce que en fait, dans ce que tu as dit, moi je trouve qu'il y a un point qui est très important, c'est un peu le choix des batailles. Je résume un peu plusieurs sujets qu'on a traités, mais là, tu vois, dans ton cas, il y a quand même un vrai travail qui a été fait sur c'est quoi les batailles qu'on mène et c'est quoi celles qu'on mène pas. Ouais. et je pense que c'est une question, les batailles qu'on ne mène pas, c'est une question que les gens ne se posent pas suffisamment. Et tu vois, là, quand on disait du coup, non, mais la sécurité, on va pas commencer à se battre, à essayer de réinventer des choses autour de la sécurité, de machin. On va pas commencer à essayer de se battre autour de est-ce qu'on met un suite à capuche ou pas. On va pas se battre sur les sujets de pricing. Ça, je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant, tu vois. C'est en fait, on a voulu se battre sur le pricing, mais on s'est rendu compte que les gens, ils avaient besoin de comparer. Et du coup, on s'est dit, non, mais en fait, on va se battre. On va quand même rester dans le cadre de ce que les gens, ils ont. Et on va se battre de manière un peu smart là-dedans. Mais tu vois, je trouve que ça, c'est des questions... visiblement, vous vous posez beaucoup ces questions-là, en fait. Ouais, on réfléchit quand même souvent. On essaie quand même de garder le focus parce qu'on a plein de produits, plein de typologies de clients différentes, etc. Et si, en fait, on a quand même un potentiel assez important vu qu'on est allé franchir toutes les barrières à l'entrée. On pourrait faire plein de choses, en fait. On pourrait aller voir plein de clients différents, etc. Mais il faut quand même qu'on se recentre tout le temps, je pense. Et là, on se pose bien les questions. Et moi, par exemple, à l'échelle marketing, il y a plein de combats qu'on va choisir. Typiquement, moi, je ne fais rien en marketing tant que sur une verticale, on n'a pas au moins 4 ou 5 clients. Je fais rien. On gère toute la partie outbound. L'emailing outbound, on ne fait pas des appels, nous. S'il n'y a pas plus de 20 prospects cibles, non. Là, on va le traiter au cas par cas. On laisse tout ça à l'équipe commerciale. Je parlais des events tout à l'heure, c'est pareil, je trouve qu'aujourd'hui notre focus il doit être sur le closing et donc on va pas aller faire moi j'adore ça, les events par exemple hyper grands avant, je sais que moi j'avais fait monter pas mal de flagship events, je trouve ça génial, mais il y a un moment il faut choisir un petit peu entre l'illusion du prestige et la conversion réelle, tu vois. Et demain, on fera certainement un flagship event, mais il faut mener les combats un par un, je trouve. Non, et même, tu vois, le fait de se dire, nous, au marketing, ça aussi, tu vois, c'est une bataille, je trouve, qui est assez intéressante. C'est généralement, le marketing est vu... La bataille du marketing, c'est l'acquisition. Ouais. Et là, j'ai l'impression que toi... La bataille que vous menez au marketing, c'est surtout la conversion. Ouais. Et rien que ça, je trouve que c'est intéressant. Ouais, parce que il y a aussi un élément, je pense, important à avoir. J'en ai parlé pas mal de fois, le côté humain étant important. Oui. Moi, ce que je remarque dans notre funnel d'acquisition, c'est que souvent, la première touche, il y a quelque chose d'humain. Une recommandation d'un client, une rencontre à un event, une asso pro qui parle de nous, etc. Et
nous, là où notre rôle, il est hyper important, donc évidemment, on participe à ces touches humaines et on les crée, hein, ces touchpoints, mais c'est d'aller... c'est les secondes touches, les suivantes, etc. C'est d'aller les travailler plus en digital avec de l'emailing, du remarketing, etc. Et là, on a vachement de valeur pour que les gens ne nous oublient pas si t'as pas forcément un besoin à 6 mois, 9 mois, 12 mois, etc. Et ce qui fait que, en fait, on sait aussi là où on met notre énergie, en fait. Et moi, ce que je remarque, c'est que les clients les prospects, pardon, qui nous trouvent directement sur Google, je peux les jeter à la poubelle tout de suite, en fait. Et ça, par exemple, quand moi je suis arrivée, je me suis mis en relation, pour faire de l'affiliation, je me suis mis en relation avec plein de comparateurs bancaires. C'est nul. Enfin, vraiment, c'est pas du tout notre cible. Les entreprises, les dirigeants, les DAF, ils ont l'habitude de bosser par reco, en fait. Et c'est là où on capitalise vraiment sur notre base client. C'est le pilier de l'acquisition pour nous. Mais vous avez un positionnement particulier. Parce que ce côté affiliation, plateforme, etc., il s'avère que pour plein de néobanques ou banques... parce qu'ils n'ont pas les mêmes... ils ciblent pas les mêmes sur du entreprises. Petit segment, etc. Ouais. En fait, ça cartonne. Ouais. Mais vous avez un positionnement qui fait que, il s'avère que non, ça marche pas. Ouais, d'ailleurs, ça sert pas notre positionnement. Ah oui, en plus. Et donc ça, c'est bien aussi, je trouve, c'est quand on se lance ou quand on a des budgets limités, c'est de tester aussi canal par canal ce qui fonctionne et d'aller regarder quand j'investis ça dans le paid, voilà combien d'entreprises je touche directement, indirectement, ça me génère un deal, etc. Mais nous, on est sur la partie acquisition. Moi, je ne suis focus quasiment que en bas de funnel. Ce qui m'intéresse, c'est générer des rendez-vous pour les commerciaux. On ne parle pas de SQL, on ne parle pas de mutuelle. Déjà parce que historiquement, nos commerciaux venaient de la banque, ils n'ont jamais entendu parler de ça de leur vie, donc laisse tomber. Déjà, utiliser un CRM, c'était la première fois. Donc, quand déjà t'expliques que c'est un deal, une opportunité, c'est déjà bien. Ah ouais, ok, d'accord. Bah oui, on part de loin. Ah ouais, donc, mais je pense que c'est très bien d'avoir tout simplifié du coup au démarrage. Oui, pragmatisme. Ouais, c'est ça. Et en plus du coup, il n'y a pas spécialement de guerre sur... Oui, parce qu'en plus il y a ça. et que en fait, on a plusieurs canaux aussi en outbound dont on est responsable. Donc en fait, nous on regarde le nombre de rendez-vous pris, inbound, outbound, et on a des objectifs en nombre de clients, en chiffre d'affaires qu'on appelle PNB dans la banque, c'est pas le même vocabulaire. Et voilà, en fait, le modèle est plus sain et on sait où on met notre énergie plutôt qu'en allant chercher des téléchargements d'un livre blanc qui intéresse tout le monde, mais qui en fait est difficile à activer derrière ça. Pas que je critique les téléchargements parce que non parce que je pense qu'il y en a qui sont non mais oui, c'est pas le débat, il y a c'est le pas bon le débat. et le mauvais téléchargement. Ouais. Ok. Mais disons qu'on est assez pragmatique en fait. Non mais oui, mais c'est très bien. Et puis le fait de faire venir aussi des personnes qui viennent de l'univers mais qui ont majoritairement travaillé pour des établissements qui n'avaient en fait rien à prouver, qui était solide là depuis 100 ans, etc. C'est pas le milieu start-up. Je pense que ça aussi, ça apporte une manière d'approcher le business qui est complètement différente. Et tout à fait, parce que dans un établissement bancaire, on a des personnes qui viennent de la tech, des personnes qui viennent, beaucoup de personnes qui viennent de la banque traditionnelle. Donc ça fait qu'on a quand même un mix de background assez différents et sur lesquels il y a, tu vois, en marketing, il y a quand même pas mal d'éducation à faire sur le rôle du marketing, parce que quand tu viens de la Société Générale, que tu es chargé d'affaires ou que tu travailles dans l'équipe risque, tu n'as jamais travaillé avec ton équipe marketing, tu sais même pas exactement ce qu'elle fait. Oui, c'est clair. Et donc là, c'est quand même très très différent comme approche. Moi, je viens d'un autre univers où, au contraire, c'était une boîte très 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 salesy, où le marketing c'est fait pour générer des leads. D'ailleurs, il faut parfois rééduquer en disant que ça ne sert pas qu'à ça. Là, c'est un lead, c'est quoi enfin, c'est très très différent. Juste pour donner une anecdote, moi je me rappelle ce fameux jour de lancement de MemoBank. Il y a un développeur qui me dit ah mais du coup tu l'as envoyé le spam pour la com.
Le spam, bah voilà, pour lui le marketing envoyait des spams. Ah ouais, d'accord. Donc on part quand même de loin. Je pense qu'aujourd'hui il pense plus ça, mais mais c'était très spam. naturel. Ah C'était pas du tout une pique. Hein. Oui. C'est une pique malgré lui. Ouais. Mais toi t'es comme ça. Donc, ouais. Donc on part quand même d'un niveau où il faut quand même bien expliquer. Mais du coup on part, j'ai envie de dire, sur des bases assez saines, avec le même niveau d'infos. Et c'est pour ça qu'il faut pas mal éduquer sur à quoi sert le marketing dans une entreprise, dans la prise de décision aussi. En fait, je trouve qu'il y a une nuance à apporter entre le marketing doit avoir un rôle fondamental et l'équipe marketing doit avoir un rôle fondamental. Je trouve que c'est deux choses très différentes. Okay. On n'a pas du tout à être partout, à décider de tout. C'est pas du tout notre style en plus. Mais je pense que quand on a des fondamentaux, quand on sait quel est notre ICP, nos personas, notre positionnement, on prend des meilleures décisions chacun à notre échelle en fait. Un exemple là, il y a quelques semaines, je suis dans une conversation sans vraiment l'être où un développeur pose une question: est-ce qu'il faut faire du virement standard ou instantané sur ce client? Et ben il y a le lead développeur qui répond instantané, c'est notre positionnement. Alors je suis pas du tout dans la conversation, mais voilà, en fait il y a quand même des réflexes qui sont pris chacun à son échelle, que ce soit un RH pour présenter l'entreprise exactement. Je pense que de connaître tout ça, c'est des fondamentaux que tout le monde doit avoir. Donc je pense que c'est important en onboarding d'aller toujours présenter quel est le rôle du marketing. C'est pas que générer des leads ou apporter des viennoiseries ou je sais pas quoi. Chez nous, c'est quand même de générer du business en connectant ton marché avec ton produit, avec des stratégies à plus ou moins long terme. Et donc, j'en suis sûre, chez mes banques, tout le monde sait quel est notre ICP et nos personas. Et quand ils évoluent, il faut évidemment reprendre la parole, en parler, etc. Et je pense que ce rôle est important. C'est aussi important pour bien faire son job. Hein. Je pense que si tu veux des clients pour faire des témoignages, si tu veux que ton équipe produit t'aide pour répondre à des objections, il faut aussi comprendre le rôle du marketing pour chacun d'entre eux. Et ce qui fait que, résultat, nous, il y a quand même, ça arrive très fréquemment, qu'il y ait des account exécutifs qui viennent nous voir. En fait, là, j'aimerais bien avoir une référence client ou une citation. Ça, juste une petite parenthèse, mais nous, on est soumis au secret bancaire, donc on ne peut pas dire on travaille avec un tel, sans autorisation. Ok. Donc, c'est nous qui gérons cette partie-là, d'aller voir le client en disant voilà, on aimerait bien afficher votre logo, on aimerait bien avoir une citation, etc. Et donc, de manière très proactive, je pense que les comptes exécutifs ont bien compris quelle était la valeur d'avoir ce genre de témoignages, etc. Ils nous demandent de faire plus d'événements, plus de choses comme ça. Donc, je pense que là, c'est quand on obtient... Enfin, c'est assez satisfaisant de devenir un peu business partner, ouais, quoi, c'est un vrai de l'équipe commerciale. Ouais, complètement. Pour le coup. J'ai plusieurs petites questions. Ouais. Première, une question que je voulais poser déjà tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des agences ? T'entends quelle agence physique, rends dans une agence Memobank. Non, on a des bureaux physiques sur lesquels nos clients peuvent venir nous rencontrer, mais on n'a pas pignon sur rue comme nos confrères. Mais voilà. Non. Parce que encore une fois, tu vois, sur l'imaginaire autour de la banque, moi dans l'imaginaire autour de la banque, il y a quand on est une banque, on a des agences bancaires, tu vois. Ouais, on y a réfléchi. Après, je pense qu'aujourd'hui c'est pas forcément la prio, mais peut-être un jour. Ouais. Qui sait. Très bien. L'autre point que je voulais mentionner, c'était sur l'histoire du positionnement. Tu sais, où tu disais, oui, c'est pas notre positionnement. Je pense que un des gros fights en interne pour beaucoup de marketeurs dans la plupart des entreprises, c'est d'avoir des collègues qui s'imaginent savoir ce que c'est de faire du marketing. Oui. Tu sais, c'est tout le monde a son mot à dire sur le marketing. Sûr,
Et je pense que quand on n'est pas éduqué sur le en fait, quand les idées en interne, elles sont pas super claires sur l'ICP, le positionnement, etc., c'est là où on a le droit à toutes les remarques de mais comment ça se fait qu'on fait pas de pub sur TikTok? Moi, en fait, je vois exactement. Moi, la dernière fois, j'ai acheté un truc sur TikTok, c'est que ça doit marcher, tu vois. Et je pense que, tu vois, ce que tu disais sur le fait qu'en interne, l'ICP, le positionnement, etc., sont très clairs, bah, ça te protège aussi de ce type de remarques. Oui, non, mais tout à fait. Pourquoi moi, mon oncle, il connaît pas mes mots banques. Bah ouais, mais en fait, ton oncle, pas dans notre cible, on s'en fout. Et c'est vrai qu'il y a des réflexions, ça arrive très souvent ce genre de réflexion hein, quand même, donc il faut à chaque fois un peu bien expliquer que notre énergie est consacrée à aller cibler notre marché potentiel et non pas à faire de la pub à un arrêt de bus, quoi. C'est pas là où on a le plus de valeur. Et je pense que le fait en interne que ces sujets-là soient très bien compris, très clairs, etc., ça te protège aussi en tant que marketeur de réflexions comme celle-là, mais ça permet aussi à avoir des contributions de la part des autres membres de l'équipe qui sont des vraies contributions, pas simplement des remarques un peu bêtes, mais où, ok, en fait, là, la personne, quand elle va me proposer une campagne, bah, il s'avère que vu qu'elle comprend très très bien notre ICP et tout, ça sera peut-être pas ce sera peut-être pas un truc comme ça sorti du chapeau, quoi. Je pense que ça, c'est hyper important. Oui, je pense par exemple aux équipes produits qui forcément la banque étant quand même fait aussi bien pour les petits, les grandes entreprises, etc. Tu peux un peu facilement te planter en développant un produit adapté à tel besoin ou tel process, etc. Donc bien comprendre qui à chaque fois on veut aller chercher, ça permet d'être carrément plus pertinent à tous les niveaux. Ouais. À tous les niveaux. Et du coup, je voulais qu'on aborde le sujet de le marketing interne. Ouais. Comment on se market en interne, parce que j'ai l'impression que c'est quand même ça, au final, le gros du sujet. Bon, moi, je pense que le marketing interne, c'est un marketing que les marketeurs oublient trop souvent de faire. Bah oui. Notre focus, il est sur les prospects, les clients d'abord. Exactement. Hein. Et du coup, là, le fait que toi, tu investisses aussi du temps et de l'énergie là-dedans, c'est quoi tes conseils à des équipes marketing pour qu'elles puissent développer cette partie-là ? Eh bien, je pense qu'il y a des moments clés où il faut savoir prendre la parole, notamment lors de l'onboarding de chaque nouveau collaborateur dans l'entreprise. C'est souvent, il y a des sessions de formation, etc. C'est là de bien expliquer le rôle du marketing, quelles sont les actions principales qu'on mène, que c'est top d'aller liker les posts qui sont faits sur LinkedIn, etc. Voilà, des petits détails comme ça. C'est... en participant, nous, on va parfois revoir le wording qui est sur les interfaces clients en disant voilà, sur notre ICP, on va plutôt utiliser tel ou tel vocabulaire, et en fait, après, les gens prennent le pli, en fait, de bien utiliser ça. C'est aussi... je trouve qu'il y a... tu vois, par exemple, quand tu fais un témoignage client, c'est très chouette d'aller prendre la parole en interne pour dire bah voilà, ce client-là, il a telle problématique, tel cas d'usage, et voici comment on l'aide. Ben, en fait, il y a une certaine fierté de la part des autres équipes qui sont pas en frontal avec les clients, de dire ah mais j'ai développé un produit et en fait pendant des mois, et voilà à quoi il sert et à quoi et ça, je trouve que franchement, c'est un truc à faire parce que tout le monde est toujours super content. C'est pareil sur les events, hein, de faire un peu un rapport. Voilà, on a parlé de ça, les questions. Moi, je note toutes les questions à chaque fois sur un event et pour les reporter un peu aux autres de manière publique, parce qu'en fait, les gens sont contents d'avoir du feedback sur qu'est-ce qui se passe des clients. Clair. Et c'est pareil de la part nous, les commerciaux prennent souvent aussi la parole pour expliquer tel ou tel cas d'usage d'un client. Et franchement, il y a une vraie, j'ai envie de dire, fierté ou intérêt à comprendre comment est utilisé auprès des autres équipes, que ce soit risque, que ce soit, etc., légal, développeur, etc. Donc, assez important aussi à ce niveau-là. Et le plus
importants, j'ai envie de dire, c'est les fondateurs. Quelle est leur appétence marketing et comment ils la diffusent quand ils prennent aussi la parole. Nous, en l'occurrence, ils sont assez attachés au marketing, à l'expérience client, au branding. Donc déjà, là-dessus, t'as la première case qui est cochée, j'ai envie de dire. C'est peut-être même la plus importante. Ouais, oui. Toi c'est vrai que tu as cette chance-là. Mais oui, ça, mais après, dans certaines entreprises, tu n'aurais pas de CMO. Oui, ça c'est clair. C'est clair. Ouais. Et donc, oui, ça hyper important. Et après, nous, on est une entreprise où on travaille beaucoup. On a la culture de l'écrit. Et du coup, moi, on partage tout ce qu'on fait, en fait. Tout le monde peut aller voir quel email client on est en train de rédiger. Il y en a qui commentent parce qu'ils sont experts sur tel ou tel produit ou service. Et ça aide vachement aussi à être meilleur dans notre travail, en fait. Mais est-ce que tu crées des routines où tu communiques sur les avancées de ces éléments-là? Parce que, tu vois, je trouve que de dire on a une culture de l'écrit, tout ce qu'on fait est accessible à n'importe qui. Non, parce que on va vraiment poster. C'est vraiment, voilà, cette communication va partir, voilà ce qu'on a fait. Les gens lisent, commentent, ne commentent pas ou ne lisent pas, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et ça, tu le fais via une newsletter, tu le fais via un Slack Via Slack. Ok. Via Slack, on a un channel marketing. Ce channel-là, on va communiquer un peu sur vraiment tous les livrables publics qu'on va faire, très simplement. Et soit une newsletter, tout, hein, vraiment. Et pareil sur les retombées presse, ça aussi, ça amène pas mal de fierté. Donc dès qu'on a une belle retombée presse, on va la partager. Et donc les gens lisent, repèrent toutes les erreurs du journaliste à chaque fois, mais bon, c'est comme ça. Hein. Quand il y a c'est vrai que nous, en marketing, on a l'habitude des inexactitudes, mais les gens qui ne travaillent pas en marketing sont parfois étonnés du manque de connaissances sur un sujet particulier. Ouais. L'intransigeance, c'est pas la même. Non, c'est ça. Donc non, mais vraiment, en fait, c'est vrai qu'on travaille un petit peu ouvertement. Et c'est là où parfois les gens aiment bien commenter en pensant qu'ils maîtrisent un peu tous les sujets du marketing. Ça aussi, c'est un travers qui peut exister. Mais ouais, moi je pense qu'il faut donner de la visibilité sur tout ce qu'on fait, même si parfois ça peut être désagréable de se sentir pas jugé ou évalué, même si c'est pas ça l'objectif. Oui, mais les bénéfices que ça apporte sont tellement plus importants que les petites frictions que ça peut générer, en fait. Tout à fait. Et aussi, et ça je pense que c'est dans toutes les entreprises, particulièrement chez nous, parce que les sujets sont parfois complexes et que la connaissance est dans telle ou telle ou telle équipe. Nous, quand je pense, à chaque contenu qu'on produit, on va aller chercher de l'intelligence collective, en fait, à droite, à gauche. Sinon, ce qu'on écrit, c'est nul. Bien sûr. Notre persona principal, qui est le DAF, on va souvent aller voir les équipes finance pour avoir leur feedback, pour avoir parfois des inputs un peu plus précis, mais sans ça on serait nul. Enfin, je suis désolée, mais on a vraiment besoin des autres pour faire des choses qui soient pertinentes et vraiment qui reflètent un peu le marché. En plus de ça, on est très 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 exigeants, nous en interne, sur tout ce qu'on fait. Donc si tu veux relever ce niveau d'exigence, tu peux pas le faire tout seul. Sinon tu vas faire exactement la même chose qu'ont pu faire tous tes concurrents. Sans dénigrer ce que font les concurrents. Évidemment. On a parlé rapidement tout à l'heure du côté client/ambassadeur. Comment on fait pour avoir des clients qui deviennent des ambassadeurs ? Très bonne question. Donc déjà, le premier point, je pense que c'est quand tu réponds à ta promesse. Tu vois, nous, notre promesse, c'est vraiment d'avoir une expérience, enfin de repenser un peu l'expérience bancaire entreprise qui soit à temps réel, sans friction et avec de l'humain. Nous, déjà, je pense on répond bien à notre promesse. À partir de là, les clients sont souvent contents de parler de nous, de faire des recos, etc. Je pense que c'est un peu ça paraît un peu bateau, hein, mais c'est un peu le prérequis pour que ça fonctionne.
Et nous, notre acquisition client, elle repose quand même sur notre base client. T'as quand même 30% de notre acquisition client qui se fait par des recos ou par du développement de clients qui ont plusieurs entreprises, des filiales, etc. Donc c'est pas négligeable, clairement. Ah non, c'est clair. En fait, je pense que si on prend tous les canaux, ça doit être le premier canal. Et donc, on a une politique de recommandation, notamment, qui est pas du tout du type t'auras un bon Amazon si tu nous recommandes. Parce que c'est pas l'idée. 10 € offerts. Voilà. Ça marcherait pas. Mais on a une politique très proactive de la part des chargés d'affaires pour aller demander des recos de façon systématique. On va profiter parfois d'occasions du type le NPS, quand on a une enquête qui est faite et qu'on voit qu'un client a mis 10, on va forcément aller dire est-ce que tu aurais quelques recommandations, quelques pairs à nous partager, et franchement ils le font avec grand plaisir. Donc ça c'est très chouette pour nous, mais c'est quelque chose d'assez informel parce que c'est aussi le marché qui veut ça. Comme on n'accueille pas forcément tous les clients, on a des filtres sur nos critères d'éligibilité. Il se peut qu'on nous recommande un client qui soit pas dans nos critères. Donc c'est pour ça qu'on n'industrialise pas la chose non plus, même si le réflexe il est systématique. J'allais te dire, dans ce cas précis, c'est aussi un des avantages du côté humain. Exactement. C'est que en fait, tu as une discussion avec la personne et puis ça rentre pas dans les critères, c'est pas grave, et puis on passe à autre chose. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc nous, en marketing, on exploite vraiment nos clients aussi dans toutes nos actions. Tu as sur notre site, on fait des vrais shootings avec des clients où on met la légende, c'est telle personne, etc. Ça humanise un peu aussi les choses. Bien sûr. Les clients sont aussi contents d'apparaître sur le site. On a quand même une grande culture des cas clients, du témoignage client, que ce soit vidéo ou texte, où on va reprendre des témoignages, etc. Enfin, on les met vraiment en avant à chaque argumentaire, en fait. Et moi, j'ai toujours... on a notre fichier client, où on a notre segmentation précise, et on sait, grâce à toutes les données qu'on peut avoir, qui est le meilleur là-dessus, et grâce aussi à la connaissance des commerciaux, on sait toujours qui on peut aller interroger sur tel ou tel sujet, que ce soit pour des RP, pour des events. Sur la partie event aussi, on les fait beaucoup intervenir. De toute façon, en général, on n'a pas forcément envie d'aller écouter des gens parler de soi, donc c'est toujours mieux de mettre en scène des clients qui ont des choses intéressantes à dire. Et on va beaucoup capitaliser sur le secteur d'activité ou les problématiques du client pour reproduire les cas d'usage, on va dire. Et un truc intéressant, je trouve, qu'on a fait aussi, c'est quand on fait un événement avec un client qui a un secteur d'activité donné, c'est qu'on fait beaucoup d'enrichissement sur ce même secteur d'activité. On va pas juste inviter toute notre base de manière un peu déconstruite. C'est qu'on va vraiment aller faire de l'enrichissement pour tel ou tel event pour essayer de mobiliser des gens dans ce secteur d'activité, ce qui répond à notre objectif commercial aussi. Et ça marche vachement bien. C'est assez impressionnant le nombre de jeux. C'est un peu l'effet miroir, en fait. Les clients ont envie de savoir, tiens, mon concurrent, il se fait comme ci, comme ça, etc. Donc ça, c'est assez intéressant à exploiter. Le dernier sujet, c'est qu'on a remarqué qu'on a certains clients qui ont fait des posts sur LinkedIn, qui ont des réseaux évidemment assez incroyables. On pourrait dire que c'est des influenceurs, je pense. Nous, c'est un pic sur notre site, sur les requêtes sur la marque, et sur même les demandes de rendez-vous. Nous, ce qu'on essaie de faire déjà dans un premier temps à notre échelle, c'est de manière automatique, on connaît leur nombre de followers, leur nombre
de connexion, moyenne, voilà. Et donc, on va demander, quand on sent bien le truc, hein, est-ce que tu veux bien faire un post, etc., sur tel ou tel sujet. Et donc, il y en a pas mal qui sont prêts donc, à le faire. Et ça aide pas mal. Donc, la prochaine étape est peut-être de bosser sur la partie influence. J'allais te dire, oui, en fait, c'est de la campagne d'influence, Ouais. mais aujourd'hui, plutôt sous forme de recommandation. Voilà, comme un petit peu homemade, on va dire. Oui. Et je pense que la prochaine étape est de structurer davantage ça. Ok. Donc, voilà, je pense... Non, mais très cool. Et je reviens sur l'event, sur le sujet événementiel, parce que tu en as parlé plusieurs fois, mais donc vous faites beaucoup d'événements, mais c'est quoi ces événements en fait? Comment vous les pensez? Alors on fait soit on participe aussi à des salons professionnels. On doit faire une vingtaine d'événements, un peu plus d'une vingtaine d'événements par an. Et on a aussi nos propres événements qu'on construit. Là, cette année, on fait un tour des régions parce qu'en fait, ça marche vachement bien. Je pense qu'à Paris, il y a une sursollicitation. Oui. Là, on en a fait Lyon, Nantes, Marseille. Et en fait, ils sont remplis presque trop vite. Et parce que ça marche... je pense qu'ils ont moins de sollicitations et sont assez contents d'être connectés entre eux. Faut savoir qu'on a un personnel, le DAF, qui n'est pas hyper mobilisé sur les événements. Et c'est pour cette raison qu'on fait plutôt des petits événements, souvent sur l'heure du déj, où il peut y avoir 20 personnes maximum. On peut monter jusqu'à 30. Mais pourquoi ? Parce qu'on veut qu'on ait des vraies conversations entre nous. Tu sais, le cas du petit-déj qui se prête très bien sur plein de formats, c'est quand t'arrives, t'es participant, tu te retrouves un peu tout seul devant la machine à café. C'est pas forcément l'expérience la plus agréable. Au moins, autour d'un déj, tu peux avoir une conversation avec des personnes. T'as l'atmosphère qui est créée pour avoir du lien et du networking. Donc, sur les événements internes, on a des formats... soit un peu VIP pour nos clients sur lesquels avec des déjeuners dans des lieux assez prestigieux pour les clients à potentiel et les prospects à potentiel. On a des événements où on est plutôt donc autour de 20-30 personnes, souvent des déj, parfois after work aussi, ça arrive. Où là, on est un peu plus ouvert et en ce moment, on fait un tour des différentes régions. Et après, on fait quelques événements un peu plus, je sais pas comment appeler ça, mais un peu RP, où ça va être plutôt aller au Roland-Garros ou des choses comme ça pour nos clients, notamment pour les remercier de leurs recommandations. Et après, tous les salons, sur les salons, quand je dis qu'on est un peu... moi, je suis assez focus sur la qualité. Tu vois, sur les salons, nous, ce qu'on essaie de faire quand on participe d'une année sur l'autre, c'est comment on maximise notre ROI. C'est pareil, on fait beaucoup d'enrichissement avant les salons pour prévenir qu'on y est. On va vachement capitaliser si la liste est dispo pour fixer des rendez-vous en amont, profiter d'un event pour faire un petit déj à côté, etc., d'un salon qui soit phare, et pour le suivi, pour avoir un suivi aussi qui soit vraiment bien verrouillé, parce que sinon franchement c'est un peu inutile. Être là sur le stand le jour J, en fait, finalement, il se passe pas grand-chose. C'est tout ce que tu fais avant et après qui est utile. Et donc là-dessus, on est vachement vigilant. On se fixe des objectifs à chaque fois. En fait, là, il faut faire mieux, il faut qu'on aille chercher plus, etc. Et tu vois, je pense que l'événement illustre pas... La stratégie d'événement qu'on a illustre pas mal notre mindset là-dessus, qui est... il faut aller chercher plus de qualité, plus d'opportunités qui soient qualifiées,
sans faire entrer 10 000 prospects en plus, parce que c'est là où on va bien tout optimiser. Et du coup, on a une base propre, un coût d'acquisition client qui est maîtrisé. Et on a une base propre pour après aller chercher et remplir davantage notre funnel marketing. Même si on va perdre à ce moment-là un petit peu en qualité, mais au moins on a bien stabilisé les choses, on sait où on va. Et on choisit un peu nos combats et on va faire pareil sur le paid, on va faire pareil sur le SEO. On fait pas d'article SEO si on n'a pas d'acquisition directe sur les produits, en fait, parce que sinon tu vas aller dire le métier du DAF en 2040, en fait, bon, c'est bien quand t'as le temps de l'écrire. Oui. Mais nous, non, on peut pas se permettre ce genre de choses. Ok. Donc on fait ça un peu sur tout. Très bien. Donc c'est de l'événementiel, mais j'ai l'impression que c'est surtout du communautaire, en fait. Il y a une vraie volonté de créer d'interagir avec des communautés, de créer des espèces de petites communautés. Enfin, il y a vraiment... On est dans l'humain, parce que l'événementiel, il peut y avoir cette approche très one-to-many, même dans l'événementiel. Je suis sur scène, il y a du monde dans une salle, et puis voilà. Non, là, on est quand même dans le one-to-one et le côté très communautaire. Oui, alors on n'a pas mis ce mot communautaire qui fait presque un peu très organisé ou je sais pas planifié où t'as je sais pas un Slack où les gens peuvent se parler. Nous c'est côté communautaire informel en fait. Totalement. Et ça je pense que c'est un peu la clé du succès. Et finalement il y a une certaine scalabilité en fait là-dedans. Bah oui, complètement. 100%. Question concernant l'orga de la team marketing. Ouais. Ça ressemble à quoi ? Nous, on est 6, y compris avec un alternant. Et donc, de manière assez classique, par compétence. Donc, on a product marketing, une personne en charge de l'acquisition, une personne en charge des événements et un content manager. Et en alternant, je crois, c'est ça. Donc on bosse vraiment par métier, de manière transverse quand il faut. C'est vrai que quand on est une taille d'équipe comme ça, on peut avancer chacun d'un côté et après on peut bosser de manière transverse sur des petits points. Donc voilà le regard pour le moment. Ok. Et chez Memobank, au total, vous êtes combien ? On est 80. D'accord. À peu près, ouais, je crois que c'est ça. Okay. 80. On est une banque à taille très condensée. Bah oui, je vois ça. Ok. Les challenges en 2025 pour Memobank, c'est quoi ? Les challenges. Mais justement, on a parlé. Moi, je trouve qu'on a construit une très bonne base assez saine, que ce soit sur la partie acquisition. Sur la partie qualité, il faut savoir qu'en 2024, là, on a multiplié par 3 notre nombre d'opportunités qualifiées et le closing a été multiplié par presque 3 aussi. Ah ouais. Donc, on a des bases hyper saines pour démarrer l'année. Franchement, on a un coût d'acquisition extrêmement bien maîtrisé. On a des bons KPI. Maintenant, c'est d'essayer de faire justement rentrer davantage de leads dans notre funnel marketing. En sachant que c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets un peu partout et donc comment on priorise certains segments, certains verticales, certains produits. On a des lancements produits qui arrivent encore, etc. Donc le challenge, c'est faire entrer plus de leads, choisir un peu nos combats, tout en continuant à travailler sur le sujet de la réputation. Oui. De Memobank. Donc moi j'essaie toujours de me dire comment on peut accélérer ça, même si ça se construit inévitablement dans le temps et dans la durée. Oui, après tu as des leviers comme les RP, etc. On en parlait, les témoignages clients, toutes ces choses-là, mais ça c'est du work in progress continu en fait. Tout le temps, ouais, c'est clair. Les logos clients, je pense qu'il n'y a rien de plus rassurant. Ah bah c'est clair. Dans tous les domaines en B2B d'ailleurs. Oui. B2B c'est vraiment le truc. Ouais. Eh ben écoute Priscilla, merci beaucoup pour tout ton partage, c'était top. Pour les personnes qui veulent suivre l'actu Memobank ou tes actus, c'est sur LinkedIn que ça se passe ? Tout à fait, sur LinkedIn, c'est
On publie de plus en plus sur LinkedIn en plus. Bon bah génial, on verra du coup probablement peut-être des clients postés, des influenceurs postés. À suivre. Merci beaucoup Priscilla, merci à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode maintenant. N'oubliez pas le like, le commentaire, tout ça, parce que ça aussi ça apporte de la crédibilité et de la visibilité à l'épisode. Merci d'être encore là et à très vite. Salut. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!